Ça, hello et salut des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Morgane est designer textile. Elle a trouvé le moyen de dompter des drôles de matériaux pour en faire des créations tissées à couper le souffle. Le roi de l'illusion et de la gourmandise, c'est le chef pâtissier Cédric Grolet. Il nous ouvre les portes d'un univers gourmand et tellement créatif. Aujourd'hui, détour par la petite ceinture, cette ancienne voie de chemin de fer est devenue jungle urbaine. La relève du jour, c'est le duo de designer Rain qui mélange subtilement l'ancien pour refaire du tout beau, du tout design. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française. C'est Point de vue. Des fleurs fraîches sans bouger, le petit orteil, c'est la belle idée de Blooms. Vous choisissez la fréquence de livraison et hop, vous recevez dans votre boîte aux lettres un colis rempli de fleurs et feuillages. Ça change des flyers de pizzeria. Ensuite, à vous de mettre un peu la main à la plante en assemblant vous-même le bouquet tout en suivant les conseils d'un petit guide. La France nous réserve toujours de jolies surprises et au détour de votre chemin, vous croiserez peut-être ces drôles de petites maisons empilées qui donnent à ce recoin du Morbihan un air féerique. C'est l'univers du poète ferrailleur. Depuis 25 ans, Robert Coudray fabrique et expose des machines et automates insolites pour épater tous les voyageurs. Jacques et Zena ont donné naissance à Agatha de Beyrouth en 2009 lors d'une performance de 24 heures dans la capitale libanaise. Elle dessine et lui écrit. Des personnages sortis de leur univers respectif s'entremêlent et se retrouvent entre ces pages. On y voit un Liban empli de souvenirs et plein de situations cocasses. À Savigny-sur-Orge, aux portes de Paris, on peut trouver des gros chaudrons en cuivre où mijote une délicieuse mixture qui deviendra confiture. Ici, que des fruits de saison, pas de produits chimiques et du sucre de canne non raffiné, qui donneront la base parfaite à l'élaboration de recettes surprenantes. Nous, c'est tomates jaunes et poires pochées pour le petit déjeuner. Allier le savoir-faire de l'artisanat au monde sans frontières du design, c'est le challenge de Morgane, designer textile. Il existe un atelier dans Paris qui exerce un métier vieux comme le monde. Cet atelier, c'est celui de la designer textile Morgane Barogel-Cruc. Morgane a fait ses études à l'ENSCI et a eu un véritable coup de foudre pour le ballet du métier à tisser. Lauréate du prix de la jeune création des métiers d'art en 2015, Morgane ne se contente pas de tisser du textile car ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est l'expérimentation. Alors, ma démarche est une démarche d'expérimentation, c'est une démarche de recherche. J'explore les possibilités textiles de matériaux qui ne sont pas des matériaux textiles, comme le métal, le papier, la nacre, le végétal. En fait, dans cette démarche, l'idée, c'est d'étudier le matériau qu'on utilise et de l'apprivoiser pour pouvoir lui apporter une réponse textile, en fait. Vous avez bien entendu, Morgane tisse du métal. Mais avant de pouvoir le tisser, il faut le comprendre et l'apprivoiser. Donc, par exemple, sur ma recherche de tissage de métal, j'ai étudié la possibilité de mise en forme de ce matériau métal, comme par exemple ici où on a une réponse très architecturée. En fait, on est sur un tissage 3D qui est très géométrique. Et si Morgane apprivoise le métal, elle capte et tisse aussi la lumière. Moi, l'élément qui m'inspire le plus, c'est la lumière. Donc la lumière par son aspect historique, donc son aspect scientifique, physique, mais aussi son aspect esthétique. Et je m'intéresse aux interactions qu'elle va avoir avec les matériaux que j'utilise. Donc je m'intéresse à la réflexion, la transparence, les ombres portées pour créer mes tissages. Et c'est ce qui fait que je pense que mes tissages sont plus des tissages décoratifs que des tissages qu'on va vouloir toucher. Et la lumière n'est pas la seule source d'inspiration de la créatrice. Elle a également le regard tourné au-delà du soleil, vers les planètes. Je me suis intéressée au matériau métal et donc cette relation entre le métal et l'origine du métal, donc la création des planètes et tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et donc du coup, j'ai recherché dans l'esthétique des planètes, des sols des planètes en fait, une possibilité une inspiration tout simplement pour créer mes propres tissages. Et ça, il fallait y penser.
Grâce au cliché de la NASA, Morgane s'est inspirée du sol de Mars pour sa dernière expérimentation. Mais avant de commencer le tissage, il faut préparer le métier. Il faut d'abord créer la chapine en faisant une grande tresse de fil grâce à un ourdissoir. Attention, toute erreur peut être fatale. Il faut respecter les étapes aussi. Si on se trompe sur une étape, on peut recommencer. Jusqu'ici, tout va bien. Une fois votre tresse prête, il faut l'installer et la tendre sur le métier à tisser. Et là, ça se complique. Il faut faire passer les fils un à un dans les lisses. Tisser demande patience et rigueur, car même l'installation du métier peut parfois prendre plusieurs jours. Vous pensiez que l'installation du métier était finie, mais non, il faut installer le fil de trame dans cette navette qui fait des va-et-vient perpendiculaires au fil de chaîne. Maintenant que tout est prêt, Morgane a le droit à un petit coup de pouce de son métier à tisser qui est électronique. Alors non, cet étrange Game Boy ne dispense pas de l'huile de coude, Morgane vous explique. On a un boîtier sur lequel on va programmer en fait ce qu'on appelle l'armure. L'armure, c'est le langage écrit du textile. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser avant de commencer à tisser. Et ensuite, on commence à tisser. Donc en fait, ce boîtier va envoyer l'armure sur le métier et on commande avec les pédales. Donc on peut ouvrir ce qu'on appelle la foule, comme ça, en pédalant. Morgane devient alors le chef d'orchestre de la rencontre entre techniques textiles traditionnelles et technologies nouvelles, le tout avec des matériaux inattendus et contemporains. À l'instar de ses moodboards, Morgane vient vraiment d'une autre planète. Que serait le Meurice sans les exceptionnelles créations du jeune chef pâtissier Cédric Grolet, découverte alléchante et enchanteresse? Si on vous montre ce citron, vous savez déjà que la main qui se cache derrière cette découpe est celle du chef pâtissier du Meurice, Cédric Grolet, récemment élu meilleur chef pâtissier du monde, rien que ça. Le chef enchaîne les récompenses et a même étendu les cuisines du Meurice à un laboratoire boutique. En plus de déguster son tea time dans le célèbre palace, on peut maintenant repartir avec son citron et le déguster plus tard. Citron, tarte framboise, figues, Paris-Brest et autres gourmandises, Cédric Grolet est un véritable ambassadeur de la cuisine à la française. On a vraiment beaucoup de chance, nous les Français, d'habiter en France et surtout à Paris. On a une culture générale sur la pâtisserie qui est incroyable. Depuis tout petit, depuis que je suis né, mon grand-père, mon arrière-grand-père, on a toujours vécu dans la pâtisserie. Et je trouve que la pâtisserie, depuis qu'elle a commencé, elle a évolué grâce à plein de chefs pâtissiers. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, de faire avancer toute cette culture de pâtisserie française. Des classiques de la pâtisserie française, mais qui s'adaptent au palais moderne. Et aujourd'hui, on a la possibilité de conserver les produits avec très peu de sucre. Et ça, c'est l'objectif, c'est d'aller affiner le produit tout en gardant, comme un Saint-Honoré, je prends ce côté original du produit quand je l'ai appris quand j'avais 14 ans, 15 ans à mon apprentissage. Aujourd'hui, j'en ai 33 et j'essaye de l'affiner et le mettre à un goût plus précis, plus net, plus efficace. Ce que j'aime, c'est la pâte sucrée, là, elle est vraiment nette, parfaite, vraiment très pâtissière. Et là, on est sur quelque chose de très grand-mère. J'aime bien ce contraste-là. Mais comment faire pour prolonger l'excellence et sans cesse se renouveler? Ce qui est important, c'est d'avoir une possibilité d'ouverture. Il y a 3-4 ans, je disais toujours je sais faire, je sais. Et en fait, là, dès qu'on commence à se dire je sais, on n'apprend plus. Et le fait de ne plus apprendre, on n'évolue plus. Donc, dès que j'évolue à l'étranger, tout ce que j'écoute, tout ce que j'apprends, même si c'est des pâtissiers qui sont là pour que je leur apprenne la pâtisserie, eh bien moi, j'écoute leurs questions. Et en fait, je pense pour être un bon pâtissier, le meilleur ou un bon pâtissier, c'est d'être ouvert envers les autres et écouter et faire évoluer sa pâtisserie tous les jours. Je mettrai un petit nappage avec des petits points noirs et un coup de décapeur derrière. Ça fait trop parfait. Cette ouverture d'esprit, Cédric Grolet l'applique surtout lors de l'élaboration de nouvelles recettes. Il goûte et en fonction de son ressenti, commence à penser à une nouvelle idée. Johan Caron, son sous-chef, est à ses côtés depuis plus de 6 ans et c'est cette personnalité très créative et cet amour pour la pâtisserie qui les a rapprochés.
La pâtisserie, il n'y a pas de limite sur les fruits secs, les fruits, les techniques. On peut toujours inventer plein de choses. Et vu que Cédric est, je pense, le chef qui a le plus d'idées à la minute que j'ai rencontré, quand je suis arrivé, j'ai dit c'est là que je veux rester avec lui, quoi. C'est incroyable les idées qu'il a à la minute. Et c'est ce qui m'a fait progresser. Et Johan ne croit pas si bien dire. Régulièrement, les fournisseurs Maison Colomb rendent visite au chef pour proposer leurs produits de saison, la plupart produits en France. Et ce matin-là, en moins de 10 minutes, Cédric et Johan ont imaginé 4 nouvelles recettes. On va faire une tarte figue avec feuilles de figuier. On le pose ça dans une serviette et le serveur prend un pic, il pique dans la cabosse et il la mange comme ça. Ou même un chocolat au marron ou des choses comme ça. Il faut se le marquer, c'est vraiment très bien. Tu poses la feuille comme ça dans le dessert et tu dresses un dessert au marron à l'intérieur. Ça peut être joli, hein. Avec Johan, on s'arrête jamais en fait. Il n'y a pas un moment là on faisait la tarte aux figues, on a coupé les figues comme ça, mais je les ai jamais coupées comme ça. D'habitude, je les coupe pour que ça soit joli, bien rangé, bien net. Mais là, les figues ont voulu qu'on les coupe juste le plus propre possible pour qu'on ait vraiment un insert et un goût de la figue. L'idée, c'est de s'amuser en fait avec la pâtisserie et ça nous permet de faire des choses incroyables. Cette spontanéité, Cédric Grolet la cultive à travers ses pâtisseries audacieuses où le goût, aussi soigné que le visuel, chatouille nos papilles. Son nom est déjà sur toutes les bouches, mais on n'a pas fini d'en entendre parler. Bonjour Cédric. Bonjour Katharina. Parfois vous dites, quand j'enlève ma veste de cuisinier, je suis quelqu'un d'autre. Et le Cédric avec la veste de cuisinier, alors c'est qui exactement, Cédric Grolet? Le travail du métier de pâtissier, je le fais depuis tout petit et c'est quelque chose qui est très important dans ma carrière, dans ma vie et dans ma vision de voir les choses. En fait, j'ai toujours appris que le travail, c'est le travail et la vie privée, c'est la vie privée, de jamais mélanger les deux. Donc j'essaye de différencier ces deux personnes. Pourtant, vous n'étiez pas toujours l'élève le plus concentré de la classe. Quand on revient un tout petit peu en arrière, on sait que l'école, ça a été compliqué, mais dans votre famille, on aimait les bonnes choses, la cuisine, et notamment votre grand-père vous a donné en quelque sorte votre vocation? Dès que c'était manuel, j'étais toujours à fond, le premier, et j'adorais ça. Et mon grand-père a commencé à me prendre avec lui en cuisine pendant ma période de vacances. Et ça se passait extrêmement bien. Mon grand-père était extrêmement dur. Et tout le monde avait peur de lui. Et moi, en fait, je trouvais ça super intéressant, sa vision de faire les choses, sa vision de cuisinier, sa vision d'être, en fait. J'adorais ça. Et donc, du coup, j'étais toujours avec lui petit. Quand j'ai commencé à pâtisser, c'est quand j'ai commencé à goûter une glace vanille. C'était pour moi comme une étoile, en fait. Comment s'est fait une étoile? Quand j'ai mis ce doigt dans cette glace vanille, je n'arrivais pas à la tenir parce qu'elle glissait. Je n'arrivais pas à la récupérer dans cette machine immense. Et j'ai commencé à faire petit à petit des gâteaux à la maison, acheter des moules, acheter n'importe quoi. Et mes parents n'en pouvaient plus des gâteaux dans tous les sens. Et petit à petit, la pâtisserie est venue. Et du coup, pourquoi vous êtes spécialisé en pâtisserie? Quelle est la différence fondamentale entre un cuisinier et un pâtissier? En fait, je trouve que la pâtisserie, c'est extrêmement raffiné, extrêmement coloré et des possibilités beaucoup plus longues dans le temps. Ça veut dire qu'une pâtisserie, ça reste éphémère, il y a des pâtisseries de restaurants, c'est éphémère, mais un cuisinier, je trouve qu'on mange parce qu'on a faim, parce que c'est le corps humain, il a besoin de manger. Une pâtisserie, c'est le côté un peu... gourmandise. Voilà, c'est le côté, le petit truc en plus. On n'est pas obligé de manger une pâtisserie, en fait, c'est un luxe, c'est avoir une possibilité de se faire plaisir à quelqu'un. Et je suis quelqu'un qui aime énormément les couleurs. J'adore les textures, les couleurs, les contrastes. C'est le côté artistique dans mes desserts que je peux mettre et que dans la cuisine, je ne pouvais pas mettre. Je suis extrêmement à l'aise avec le sucre. Vous êtes à l'aise avec le sucre, vous êtes aussi à l'aise avec le visuel. Comment, par exemple, vous est venue l'idée des fruits, du trempe-l'œil des fruits? En fait, quand j'étais petit, je mangeais énormément de fruits. Mes parents m'ont éduqué vraiment sur des choses relativement très simples. Et au lieu de me donner des gourmandises, ils me donnaient des fruits. Quand j'ai commencé à arriver chez Fauchon, j'avais 20 ans, j'ai commencé à sculpter les desserts, et non les fruits, mais des desserts. J'ai fait des carrés, des ronds, j'ai fait plein de trous dedans, j'ai fait plein de choses. Et un jour, je me suis dit, mais tous les pâtissiers de la Terre font des desserts aux fruits, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les fruits, ils les mixent, et ils les mettent dans des couches, et on ne les voit plus. Et je trouve qu'un fruit, visuellement, c'est beau. Et en plus, ça m'a permis de représenter la saison sur le côté visible et sur la dégustation. Et maintenant, c'est un jeu pour moi, c'est vraiment un jeu. La pâtisserie est un métier très exact. On doit vraiment suivre un cahier de charge, des mesures, on doit peser, tout. Comment garder la fraîcheur, l'imprévu, l'accident?
Quand je vois les cuisiniers au Meurice et qui cuisinent quelque chose, la viande, ils ne la posent pas sur la table, ils disent c'est 3 minutes et c'est cuit. Ben, c'est la même chose pour mes cerises. En fait, j'essaye de m'adapter à ce que la nature me donne et je cuisine de plus en plus mes desserts. Après, le physique, là, oui, doit être vraiment très très important. La cerise, elle doit être tout le temps pareil, glacée de la même façon, que le glaçage tienne. Donc là, c'est complètement autre chose. Mais en fait, j'allie le côté cuisinier et le côté pâtissier et j'apprends des cuisiniers pour arriver à faire évoluer ma pâtisserie. Cédric, quand on est dans l'excellence comme vous l'êtes et quand on est dans des métiers créatifs de toute façon, plus on va vers l'épure. Comment garder l'innovation tout en épurant vos créations? Mais en fait, je pense que dans la vie, les choses les plus simples, c'est le plus difficile à faire. Une très très bonne tarte aux framboises, avec 2-3 recettes à l'intérieur, c'est extrêmement bonne, très bien cuite, très bien foncée, avec des bonnes framboises, avec surtout le bon assaisonnement, et c'est ça qui va faire la différence. C'est d'avoir, on le met en bouche, et là, ça va provoquer des souvenirs. Quel est votre dessert préféré du moment? Je pense que c'est la nouvelle noisette que j'ai créée. Vous pouvez me décrire la sensation en bouche quand on la mange? C'est comme si on décrochait une noisette dans un arbre. J'avais envie de dire aux clients, fermez les yeux, mangez cette noisette, et vous êtes dans la forêt en train de croquer cette noisette, mais elle a ce côté encore plus agréable. Merci Cédric. Avec plaisir. Les Parisiens en mal de verdure seront conquis avec le repérage du jour qui nous emmène sur les rails de la Petite Ceinture et de ses meilleures adresses. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et aussi pris un train plus tout à fait en marche à la découverte de la Petite Ceinture. Des fleurs sauvages, des herbes folles, des fraises des bois sur des rails. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes sur l'ancienne voie de chemin de fer de la capitale, la Petite Ceinture. Ici, plus aucun train ne circule depuis 25 ans. La nature a repris ses droits, tout comme l'art urbain, même si les rails sont presque tous fermés au public. Tout autour de Paris, il somnole paisiblement sur 23 km et 9 arrondissements. Mais il y a un siècle, c'était plutôt ambianceur de pointe. La Petite Ceinture est née en 1852, d'abord pour le transport de marchandises, avant d'être peu à peu ouverte au public. Mais la concurrence était rude et les voyageurs se sont vite tournés vers le métro. En 1934, terminus pour les voyageurs. On a compris, on n'entend plus siffler le train. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste de cette Petite Ceinture? Du calme déjà, beaucoup de calme, surtout sur le quai de l'ancienne gare du boulevard Ornano. Difficile à croire, mais vous avez bien fait escale dans le 18e. Ici, l'activité principale, c'est le jardinage. Fleurs, fruits et légumes prospèrent dans cet écrin de verdure depuis 2004. Une idée d'un groupe de riverains un peu blasés par le paysage, pas si bucolique à l'époque. À l'endroit où se trouve le jardin, on avait plutôt sous les yeux une décharge à ciel ouvert. C'est un espace qui était fermé au public et qui, du fait de l'installation des jardins, a été de nouveau accessible, avec un point commun qui est le jardinage, qui est l'intérêt pour la nature et qui donc crée de fait du lien social. Dans ces jardins partagés, 300 adhérents et quelques écoles voisines cultivent de petits lopins de terre. Ils peuvent aussi s'initier à l'apiculture, la viticulture, l'aquaponie ou encore le compostage. Chacun participe à sa manière et de belles idées finissent par germer. On peut dire d'une part que les jardins ont été pionniers et ont peut-être effectivement permis d'envisager le quartier différemment et la Petite Ceinture même différemment et de donner envie à d'autres projets de s'y installer. Les jardins sont ouverts au public 3 après-midi par semaine, mais aussi pour des ateliers sur les rails. Danse, pilates et peut-être bientôt tai chi et musique. Le dimanche, c'est yoga toute l'année et par tous les temps. Namasté. Au bout du tunnel, dernier arrêt, les passagers descendent de voitures au hasard ludique. Ouvert en 2017, ce lieu festif et culturel a eu plusieurs vies. Gare pendant 70 ans, puis cinéma et même magasin d'électroménager, aujourd'hui on y sirote un verre en terrasse ou le long des quais, au bord des rails. On a l'impression d'être dans un bâtiment qui a une histoire, qui a connu plein de vies avant nous. Ça a nourri aussi nos réflexions sur la programmation, puisque une gare c'est un lieu de passage, un lieu de voyage, et du coup on a une programmation qui fait la part belle aux cultures du monde ici.
Acquise grâce à un appel d'offres, la gare a fait peau neuve entre 2015 et 2017. 1 an et demi de travaux pour un sacré coup de jeune sans égratigner l'âme du lieu. Objectif, voyage dans le temps pour les Parisiens. Ce qui est étonnant, c'est que pendant longtemps, tout le patrimoine ferroviaire n'était pas vraiment considéré comme du patrimoine. Et je pense que c'est un cycle. En fait, la ville, les acteurs privés comme nous, en fait, on se réapproprie ce patrimoine. Et quoi de mieux que d'en faire des lieux de vie connectés avec les tendances du moment, des lieux qui vont avoir aussi un ancrage fort sur leur quartier. Concerts, spectacles, ateliers de théâtre ou chorale, ici les jours comme les soirs se suivent sans se ressembler. Le mardi, c'est Dance Hockey, une sorte de karaoké chorégraphique. C'est un peu ça la petite ceinture. Un bon plan peut bien souvent en cacher un autre. Les deux acolytes de Reign sont pleins d'idées et nous le font savoir au travers de leur nouveau projet. Les restos de la capitale n'ont qu'à bien se tenir. Daroco, Danico, Dépôt Légal, les derniers endroits in à Paris sont signés Reign, ou plutôt Olivier Delannoy et Francesca Enrico, deux architectes qui s'associent en 2015 pour monter leur agence autour d'une même passion, l'architecture. L'idée, c'est de dire qu'on est au service de quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et c'est le projet qu'on met en avant comme étant l'espèce de point commun qui relie tous les acteurs qui vont être au service du projet, que ce soit les architectes, mais aussi nos clients et les entreprises qui vont travailler avec nous. C'est à Paris, sur les bancs de l'école, que Francesca et Olivier se rencontrent. Et si à l'époque la barrière de la langue les sépare, une chose va les réunir. Quand vous travaillez ensemble, forcément, il y a un moment donné où il faut vous comprendre. Et l'architecture, c'est un bon média. Ça permet de percevoir quelqu'un très rapidement dans sa façon d'envisager les choses, de regarder les choses. À la fin de leur cursus, leurs chemins se séparent. Francesca part sur la Côte d'Azur travailler, puis en Russie. Olivier, lui, poursuit des études de droit immobilier et intègre un cabinet de réhabilitation. Des expériences qui apportent un nouveau regard sur leur projet. L'un s'occupe de la circulation des espaces, l'autre de la lumière et des matières. Ces trois éléments-là, il faut les regrouper. Ça et ça. Au moins ça et ça. Pour ces deux architectes, chaque lieu a une âme et une vie qu'il ne faut pas dénaturer, mais la contrainte, c'est aussi de penser les espaces pour que la circulation y soit simple. Pas question donc de mettre la plonge à l'étage, alors que la cuisine est au premier. C'est important, et là on garde juste une partie pour que les gens puissent s'installer, et là ils attendent. Leur premier projet, la rénovation d'un petit restaurant dans le 5e arrondissement, puis 6 mois plus tard, la transformation de l'atelier Jean-Paul Gaultier en restaurant. C'est ce projet qui nous a vraiment unis et nous a fait donner vraiment l'envie de dire on travaille ensemble, on commence cette aventure. Et c'est le projet aussi qui nous a donné beaucoup de visibilité à l'improviste. Aujourd'hui, Francesca et Olivier, après 9 mois de travail, voient un nouveau projet se concrétiser. La rénovation du Zebra, une brasserie parisienne construite à l'époque par Roger Taillibert, l'architecte du Parc des Princes. C'est une espèce d'héritage du postmodernisme avec des lignes extrêmement libres. Il y a de la courbe, il y a de la droite, il y a de l'oblique, il y a des choses étranges et qui fait naître des intérieurs, des espaces intérieurs très tendus, très fragmentés, très contraints. Il a donc fallu repenser ces lieux sans dénaturer la construction originale et définir la brasserie contemporaine. La cuisine ouverte en granit noir domine la salle et le bar en polymiroir accueille les clients. Les salles sont structurées justement pour pouvoir faire vivre l'endroit tout au long de la journée. On peut s'installer un peu où on veut en fonction de nos envies et du soleil. Et idéalement, on pourrait passer une journée entière ici en changeant de lieu, un peu comme on change de pièce quand on est chez nous, dans le salon, dans la terrasse. Les structures en laiton au plafond permettent, de par leur courbe, la définition des différents espaces. Pour ce restaurant, la thématique principale a été décidée lors de la démolition de l'ancien décor. On était dans une carrière
dans une véritable carrière, avec des grands espaces, comme si vraiment c'était un plan qu'on avait sculpté, qu'on avait évidé, et dont l'utilisation du marbre dans toutes ses formes un peu. On a travaillé le sol un peu comme si c'était des restes du marbre, un peu comme on voit dans un sol de carrière finalement. Les arbres rappellent la végétation qui pousse ça et là dans les carrières et la tôle rouillée, les outils. Aujourd'hui, le duo a de nouveaux projets en cours et ils comptent bien à travers eux inscrire leur marque de fabrique. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!